La différence, enfin il l'avait dit plus tard. Bernard? Oui, oui, bonjour. Eh bien, effectivement, il faut dire que si jamais on se réfère aux statistiques, eh bien, le vainqueur de Monza a toujours pris une option sur le titre. C'est un peu là que s'est joué la fin de saison, que s'est jouée l'attribution du titre. Mais cela dit, cette année, il reste encore 3 grands prix. Estoril au Portugal dans 15 jours, puis Mexico et enfin l'Australie. Donc en 3 grands prix derrière le Grand Prix de Monza, il peut se passer encore beaucoup de choses, surtout que le classement est relativement serré, comme vous avez pu le constater tout à l'heure. Alors bienvenue en Italie, l'Italie qui vit encore à l'heure des vacances, même s'il y a moins de monde que les années précédentes, 80 000 spectateurs au lieu de 150 000, même si les Ferrari ne marchent pas aussi bien, même si cette même Italie vit plus à l'heure du cyclisme qu'à l'heure de l'automobile. Je dois vous dire que le gelati coule à flot sur le circuit. Il fait donc très chaud. Les jeunes filles sont toujours aussi bronzées et décolletées. Les tifosi toujours surexcités et la piste surchauffée. Monza vit donc pleinement à l'heure de la fièvre automobile et les Italiens ont quelques sujets de satisfaction. Donc Fabi, on vous l'a dit, en pole position sur la Benetton BMW. Alboreto est bel et bien là, bel et bien présent après son absence de vendredi. Et puis ce matin, on vous l'a dit également tout à l'heure, Van Ryswyk vous l'a dit, Ricardo Patrese a obtenu le meilleur temps lors du warm-up. Alors je crois que, Christian, il faut trouver non pas là une explication dans une tricherie, mais plutôt dans une opération de relations publiques. En effet, nous sommes dans les derniers Grands Prix de la saison. On discute ici les contrats pour l'année prochaine. Les sponsors de M. Ecclestone sont italiens. Ils sont venus ce matin en famille. Ils ont passé une bonne journée. Ils ont vu leur voiture réaliser le meilleur temps lors de ce warm-up, lors de cette dernière séance d'échauffement. À midi, on les a très bien traités. Et puis normalement, ce soir, ils devraient re-signer le contrat. Voilà, c'est tout à fait psychologique. Alors pourquoi justement cette voiture Brabham BMW a-t-elle réalisé le meilleur temps par rapport à des voitures plus performantes comme les Williams ou comme les McLaren? Eh bien, tout simplement parce qu'on n'est pas parti avec le plein, disons avec un réservoir d'essence relativement vide, donc une voiture plus légère, et pourquoi pas avoir même des pneus de course de qualification, plutôt des pneus de qualification et non pas des pneus de course, ce qui fait, en résumé, une voiture beaucoup plus performante qui permettrait peut-être à ces personnes concernées de renouveler le contrat pour l'année prochaine. Voilà la véritable explication. La performance de la Benetton BMW, effectivement, il y a eu quelques sujets d'inquiétude. En Autriche, c'était l'altitude. En ce qui concerne la performance d'hier, eh bien, il y avait quelques suspicions, mais la vérification du moteur, hier, n'a rien donné. N'est-ce pas, José Rosinski? En effet, tout était parfaitement en règle. Vous savez que c'est un contrôle de routine, d'ailleurs, qui s'opère, d'ailleurs, à titre de sondage, d'une manière assez régulière, à l'issue, sinon de chaque séance d'essai, du moins de chaque week-end d'essai. Et là, comme par hasard, eh bien, les ingénieurs de la FISA ont décidé de contrôler la cylindrée du moteur de Fabi parce que celui-ci venait de s'attribuer la pole position. Mais vous savez, c'était la deuxième fois consécutive d'ailleurs qu'il est parvenu à cet excellent résultat. Et il est certain que les BMW retrouvent en fin de saison une forme qu'ils avaient quelque peu perdue. Et ça se confirme d'ailleurs non seulement dans les Benetton, mais même dans les Brabham, comme celle que conduit Derek Warwick, puisque en vitesse de pointe, qui constitue tout de même une donnée importante pour essayer d'évaluer la puissance respective des différents moteurs en compétition, eh bien, en vitesse de pointe, vous l'avez dit tout à l'heure, les voitures à moteur BMW, les Benetton, ont dépassé 350 km/h. Dans le cas de Berger, que nous voyons ici à l'image, comme dans le cas de Fabi, qui s'est attribué la pole position alors que Berger a eu des ennuis de moteur. Un instant toujours assez pathétique lorsque le pilote s'apprête à monter dans sa voiture. Ici, Berger est très décontracté. Il bavarde avec quelques amis, avec ses ingénieurs aussi pour avoir les dernières précisions techniques. Il va enfiler sa cagoule, il va mettre son casque et je dois dire que la plupart des pilotes bénéficient d'un système de rafraîchissement électrique qui ainsi va leur permettre de se désaltérer. Michele Alboreto, il est bien là, adulé par tous les tifosi. Vous savez, en Italie, on ne vient pas voir une course automobile, on ne vient pas voir un pilote italien, on ne vient pas voir le futur vainqueur du Grand Prix, on vient tout d'abord voir les Ferrari et leurs pilotes. Michele Alboreto. Oui, on peut dire un seul être leur manque et Monza est dépeuplé, car c'est certainement ce qui serait arrivé si Alboreto malheureusement n'avait pas pu courir. Heureusement, il sera au départ, ainsi que Magic, le phénomène Ayrton Senna, qui a tout de même quelque peu déçu ses supporters aux essais, puisque, vous le savez, cette fois, il ne partira pas
en pôle position, comme il en avait pris la bonne habitude à de nombreuses reprises. Senna a été confronté à quelques problèmes de moteur, de même d'ailleurs que tous les pilotes équipés de moteurs Renault au cours de ces essais. Les moteurs français ont eu des difficultés, et encore Alliot ce matin, dont il a fallu changer in extremis le moteur. En ce qui concerne les types de moteurs Renault, eh bien Arnoux, que nous voyons à l'image en ce moment, ainsi que Senna disposeront de la toute dernière version de ce moteur, la plus perfectionnée et surtout la plus sobre. Et ça, ce sera évidemment capital ici, car de tous les facteurs qui vont décider du résultat de cette course, c'est évidemment la consommation, compte tenu du profil du tracé, que la consommation qui sera donc le facteur prépondérant. Ici, Nelson Piquet, le Brésilien. De la consommation, nous aurons l'occasion d'en reparler, bien sûr. Simplement une petite information technique. Nous sommes placés ici dans les tribunes, au milieu du public, un petit peu comme à Hockenheim. C'est fort sympathique car on se sent moins seul, mais cela pose quelques petits problèmes techniques au niveau du son lorsque les voitures passent. Tout à l'heure, ce ne sera peut-être pas très audible avec le bruit qui fait résonance sous ces tribunes. Alors nous essaierons de ne pas trop parler lorsque les voitures passent, surtout en peloton. Voilà. Des petites explications techniques, mais je pense que maintenant les téléspectateurs connaissent bien les voitures depuis le temps qu'ils suivent les grands prix de Formule 1 et qu'à la limite, parfois, ils peuvent se passer de commentaires. Ici, c'est Nelson Piquet qui n'est qu'en 3e ligne aux côtés d'Ayrton Senna. C'est vrai, mais vous le savez, il ne faut pas trop attacher d'importance aux résultats de Piquet aux essais. Il joue souvent un petit peu à cache-cache avec notamment son coéquipier, parce qu'il n'aime pas trop lui donner des indications sur les réglages qu'il choisit. Alors il fait des essais comme ça, quelquefois un petit peu erratiques, mais il sera certainement dans le coup en course, enfin il devrait l'être en tout cas. Et Piquet, je vous le rappelle, a son palmarès déjà 2 victoires au Grand Prix d'Italie, ainsi qu'Alain Prost d'ailleurs. Et j'ai remarqué aussi qu'ici c'est Johansson, qu'entre Piquet et Mansell, c'est toujours le grand amour. Oui. Une déclaration tout à fait surprenante de Nelson Piquet qui a dit carrément, eh bien, ce qui pourrait arriver de mieux à mon coéquipier Mansell, c'est qu'un avion tombe sur sa voiture. Cadeau. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est le grand amour qui continue. Mais je crois que Piquet, qui aime bien faire des farces, il met beaucoup de malice, et que Mansell, qui a peut-être un petit peu moins le goût de la farce, effectivement, est peut-être psychologiquement un petit peu atteint par cette ironie constante de Piquet, mais ça, c'est du moins ce que Piquet espère. Philippe Alliot avec la voiture numéro 26, celle qu'occupait Jacques Lafitte. Ne l'oublions pas, Jacques qui est retourné à Dali auprès de ses petite fille qui va passer l'après-midi en famille et que nous saluons, Jacques. Oui, bonjour Alliot Jacques. est en 7e ligne aux côtés de Thierry Boutsen, le pilote belge. Alboreto, on vous l'a dit, est en 5e ligne avec le 9e temps. René Arnoux est en 6e ligne avec le 11e temps. Je continue avec Philippe Streff en 13e ligne, 23e temps seulement. Et puis Yvan Capelli avec l'AGS est en 13e ligne, 14e ligne exactement, 14e ligne, mais je crois que l'important pour Yvan Capelli, c'était d'être présent. Ça, c'était très très important donc pour lui, car on a eu quelques frayeurs jusqu'à la dernière seconde. Et oui, et il faut saluer ici effectivement l'exploit de cette petite équipe et de ses mécaniciens en particulier, car ce matin, malheureusement, pendant les essais d'échauffement, eh bien, le moteur de l'AGS a cassé. Il a fallu le remplacer. C'est une opération qui, pour une équipe entraînée dans des circonstances normales, prend entre 1h30 à 2 heures, si vous voulez. Mais là, malheureusement, compte tenu de la nouveauté de la voiture, il a fallu aller chercher un moteur V6 Motori Modorni qui était prévu pour la Minardi et non pas pour la GS. Compte tenu d'une installation tout à fait différente, il a fallu faire des modifications considérables à ce moteur. Eh bien, il faut dire que personne n'y croyait. On pensait, et à commencer par les cadres de l'équipe AGS, ils pensaient ne pas être prêts à temps, mais les mécaniciens les ont fait mentir. Ils ont réussi un exploit fantastique. Capelli est sur la ligne de départ. Capelli, comme Alain Prost, ici, on s'affaire autour de sa voiture, on remet le capot. C'est la voiture de réserve qu'a pris Alain Prost, mais cela était prévu. Donc ce matin, il a effectué les réglages à bord de cette voiture. Voilà, Alain Prost très concentré à bord de son cockpit. Vous avez vu, on a remis le capot de la voiture sans que le pilote soit obligé de sortir. Et puis on peut remarquer qu'il y a José, non seulement beaucoup de monde, 80 000 spectateurs, et encore il y en a moins que d'habitude, on vous l'a dit, mais aussi des couvertures chauffantes, alors qu'il fait très chaud paradoxalement, des couvertures chauffantes sur les pneumatiques. En effet, alors les pneumatiques, eh bien c'est comme vous le savez toujours un choix crucial
au moment du départ, ou plutôt quelques instants avant le départ. Et à cet égard, eh bien, les derniers renseignements que Lionel Froissart nous a communiqués sont les suivants. Alain Prost, les deux pilotes de Williams, Piquet, Mansell et Rosberg ont choisi 4 pneus à gomme relativement tendres, alors que à Ayrton Senna, les pilotes de Ferrari ont choisi eux 3 pneus tendres comme ceux de Prost et des Williams, mais un 4e pneu à l'arrière gauche, c'est-à-dire celui qui souffre le plus, avec une gomme un petit peu plus dure, c'est-à-dire plus résistant, mais moins adhérent. En ce qui concerne le clan Pirelli, en revanche, alors là, les choix sont très différents. Les Brabham partiront avec des gommes dures, les Benetton avec 3 gommes tendres et une gomme dure à l'arrière gauche. Et alors les Ligier, là c'est un exploit, ils partiront et Alliot et Arnaud avec 3 types de gommes différents sur leurs 4 roues. C'est un peu compliqué, mais enfin c'est vous dire à quel point on a le souci du détail en Formule 1. Donc un pneu à gomme tendre à l'avant droit, un pneu demi-dur à l'arrière droit, un pneu demi-dur à l'avant gauche et un pneu dur à l'arrière gauche. Dur. Oui, dur. Le bruit des moteurs qui commence à retentir. Dans quelques secondes, les voitures vont partir pour le tour de chauffe. Il y aura, comme vient de me l'indiquer notre ami Jean-Louis Moncet, qui effectue pour nous le primordial tour par tour, une tâche ingrate mais indispensable. 51 tours de course d'un circuit long de 5 km 800. Un circuit rapide, c'est le moins qu'on puisse dire, José. Un circuit ancien quand même avec son revêtement où les voitures sont soumises à rude épreuve. Un circuit très très rapide même. Oui, disons près de 230 de moyenne en course l'année dernière, près de 250 km/h aux essais, plus de 350 km/h dans la ligne droite des tribunes et encore un peu plus dans la ligne droite de l'autre côté du circuit avant la fameuse courbe parabolique. Le tout entrecoupé de chicanes extrêmement cassantes, extrêmement étroites, bordées de trottoirs qui sont très très durs pour les suspensions lorsque les pilotes viennent à les tutoyer. Donc un circuit assez massacrant, il faut bien le dire, pour les voitures et qui impose toujours une sélection impitoyable au niveau de la mécanique. C'est le circuit sur lequel on a jugé l'arrivée la plus serrée de toute l'histoire de la Formule 1 il y a 15 ans. C'était 5 voitures en quelques centièmes de seconde, une course remportée par Peter Gettin où François Sévère avait terminé à quelques centimètres et 5 voitures étaient séparées par moins de 7 mètres d'écart. Mais depuis, voilà ici que la voiture de Prost ne part pas. Et celle de Fabi. Les deux voitures ne partent pas actuellement. Fabi et Prost. Alors attention, coup de théâtre déjà avant le départ de ce Grand Prix. Coup de théâtre, les deux voitures de la première ligne sont toujours immobilisées. Alors c'est une grande surprise. Vous voyez, on a beau faire appel à des technologies très avancées. Une voiture de course est toujours très capricieuse. Et là, pour l'instant, Fabi et Alain Prost sont immobilisés tous les deux. Prost et Fabi. Fabi va commencer à partir là seulement maintenant. On pousse un petit peu la voiture. Le plus dur, parfois, avec une voiture de course, finalement, c'est de démarrer. Alain Prost va prendre le mulet. Coup de théâtre, là, on vous l'a dit. Confirmation, Alain Prost va prendre le mulet. Et va donc partir en dernière ligne maintenant, bien sûr. Il va attendre que c'est vraiment l'affolement. Ah, c'est la grande surprise. On vous l'a dit, paradoxe, une technique très avancée, très sophistiquée, la Formule 1, et pourtant la voiture ne peut pas prendre le départ. Il ne faut pas être étonné, simplement cela peut arriver. C'est surprenant lorsqu'on n'est pas initié, mais attention, Alain Prost maintenant part avec le mulet, va-t-il pouvoir partir et reprendre sa place? Théoriquement, non, comme l'indique le règlement, mais il y a toujours des choses un petit peu confuses et chacun va essayer de revenir à sa place. C'est une sorte d'intox, mais normalement Alain Prost doit partir en dernière ligne. Voilà, il se met bien en place. Il va partir depuis la zone des stands, exactement, car il n'a plus le droit maintenant. Voilà, exactement, il n'a plus le droit maintenant de pénétrer sur la piste. L'issue, la sortie des stands est fermée depuis déjà 10 minutes. Par conséquent, Alain va attendre là que le peloton prenne le départ. Et puis une fois que ce sera fait, on lui laissera la voie libre. Il pourra à son tour prendre la piste, mais bien sûr, c'est un handicap considérable. Oui, effectivement. Et là, il perd tous les bénéfices de sa performance réalisée lors des essais. Alain Prost, présent en première ligne devant ses adversaires immédiats, c'est-à-dire Mansell, Piquet, Senna. Et puis là, maintenant, il va être obligé de partir
On vous l'a dit, presque Voilà, là on est à dernier. bord de la voiture A-Rose conduite par Christian Danner avec la caméra Thompson installée à côté de son arceau de sécurité et qui nous fournira, nous l'espérons en tout cas, des images impressionnantes pendant la course. Fin du tour de chauffe, donc début catastrophique pour Alain Prost et pour Théo Faby aussi, bien sûr. Théo Faby, lui, va partir en dernière ligne, alors que Alain Prost sera contraint de partir encore plus tard, ce qui évidemment fait l'affaire de ses rivaux, et en particulier, naturellement, voilà, Alain Prost ici, il est à bord de sa voiture de secours, qui était en fait sa voiture de course, mais enfin bon. Jean-Michel, oui. José, il doit se passer quand même de drôles de choses dans la tête d'Alain en ce moment. Ah, bien il sûr. doit se dire, mais bon sang, quel scoumoun à laquelle je suis opposé. Qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Est-ce que ça vaut la peine de me battre? Mais je suis sûr qu'il a envie de se battre parce que c'est un remarquable challenge auquel est opposé maintenant Alain Prost. La mise en place de la grille définitive, et paradoxalement, eh bien c'est à droite Mansell qui est en première ligne et en pole position devant Berger, ensuite Senna et Piquet. Évidemment, il n'y a pas Faby, il n'y a pas non plus Alain Prost. C'est le grand paradoxe de ce départ de ce Grand Prix d'Italie après les essais d'hier et d'avant-hier. Mansell qui semblait devancé, qui avait accusé le pas, et maintenant en pole position. Attention, les voitures sont en place quasiment toutes pour l'instant, les 26 voitures. Alain Prost, lui, est toujours à gauche de l'écran sur la piste de décélération. Voilà maintenant le feu face au vert. C'est parti. Senna en panne pour Senna, et Prost part. Et d'ailleurs, il vient de se passer quelque chose d'insolite, c'est que les voitures suiveuses, qui sont des voitures de tourisme, avaient complètement oublié Alain Prost, qui était obligé de les doubler. Alain Prost n'est pas encore là, le voilà. Alain Prost, vous l'avez aperçu à un dixième de seconde, alors que Ayrton Senna, lui, a déjà abandonné après avoir effectué 100 mètres. Autre constatation, finalement, qui confirme ce que je vous ai dit tout à l'heure, technique très sophistiquée, très avancée, mais même pour prendre un départ, c'est très difficile avec une Formule 1 et la mécanique peut être défaillante. Oui, Berger a creusé tout de suite l'écart, vous le voyez sur Mansell. Berger qui a profité donc des circonstances qui l'ont mis en première ligne et qui va peut-être nous renouveler sa démonstration de supériorité du Grand Prix d'Autriche il y a 3 semaines, vous vous en souvenez. On peut considérer vraiment que Berger ce jour-là méritait de gagner. Il avait surclassé tous ses rivaux avec sa machine qui était nettement la plus performante. Et il n'avait dû de perdre cette course qu'un incident particulièrement stupide, c'est-à-dire une batterie déchargée. Mais il faut espérer que ça ne lui arrivera pas aujourd'hui. Alors, pas d'inquiétude en ce qui concerne les étincelles, on vous l'a déjà expliqué plusieurs fois, la garde au sol est très très basse, et avec le plein d'essence, on peut voir que René Arnoux et Philippe Alliot sont très bien placés là, en tête du peloton. Et qu'Alain Prost a déjà doublé 4 voitures, le voici, 2 voitures, pardon, 2 voitures. Berger, Mansell, Piquet, Arnoux, Rosberg, Alboreto, Johansson, Alliot. Voilà donc les positions. Berger, Mansell, Piquet, Arnoux, Rosberg, Alboreto, Alliot. Voilà donc les positions en tête de ce Grand Prix d'Italie. C'est le 2e tour. Et puis, si vous prenez l'antenne simplement maintenant, sachez qu'Alain Prost et Faby, tous ceux qui avaient réalisé les meilleurs temps lors des essais, sont restés immobilisés sur la grille et sont partis donc en dernière position, avec donc un sérieux handicap. Et que Senna, lui, est tombé en panne quelques mètres seulement après le départ. On peut donc dire que cette course d'emblée a été décapitée. Quelques-uns de ses plus sérieux prétendants à la victoire. Ici, c'est Alliot qui s'est fait doubler, vous l'avez vu. Les Brabham en pleine remontée. Et donc voilà ici une des deux, c'est Rottengatter, je crois, effectivement, au volant de l'une des deux Zack Speed. Arnoux, Alboreto. Ici la bagarre, Warwick, Alliot, Dumfries. Ici Patrick Tambay qui mène le peloton avec Patrese derrière.
modification. Voilà, Alboreto. Alboreto vient de doubler Arnoux. Vous l'avez vu, Alboreto vient de doubler Arnoux. Et Alain Prost continue sa remontée tout à fait spectaculaire. Remontée de l'impossible. Et à Prost peut-être rien d'impossible. Chevauché fantastique. Parti de la dernière place. Alain Prost va remonter petit à petit. Les plus faciles à doubler, bien sûr, ce sont celles qui sont en queue de peloton, hein, parce que les voitures ne sont pas aussi performantes que les premières. Donc la tâche la plus facile maintenant se présente pour Alain Prost. Mais le plus dur reste à faire. Berger, Mansell, Piquet. Alboreto qui a doublé Arnoux à la chicane, vous l'avez vu. Derrière Arnoux, c'est Rosberg. Après, c'est Johansson. Ensuite, c'est Patrese. Et puis ici, c'est Patrick Tambay qui revient avec le capot avant sérieusement endommagé et une crevaison, même deux crevaisons. Donc, sortie de route, sans doute une touchette. Deux roues à plat, oui. Une touchette ou une sortie de route pour Patrick Tambay. Alors qu'ici, c'est maintenant Rosberg et Johansson qui menacent René Arnoux. Un petit peu plus loin, il y a donc Warwick et Alliot. Capelli avec la GS occupe la 20e place. Philippe Pras qui est 16e. Alors que Thierry Boutsen part au 4 ans. Thierry Boutsen n'est pas en tout cas dans les 20 premiers. Prost 17e maintenant. Prost 17e. Ici c'est Ayrton Senna qui explique les raisons de son abandon. Et derrière, ça va vite, ça va très très vite avec Berger, Mansell, Piquet, Alboreto, Arnoux, Rosberg, Johansson, Warwick et Alliot, suivi par Dumfries, Philippe Alliot ici, suivi par la Lotus de Dumfries. Et voilà Fabi est en pleine remontée, donc lui aussi. Donc les grands perdants évidemment de ce départ coup de théâtre, Théo Fabi qui n'a pu profiter de sa pole position. Transmission, oui. Oui, c'est... Ah, ici Patrese déjà qui avec la roue avant ouverte, vous voyez, et la roue arrière droite dans le fil abîmé également. Donc beaucoup d'abandons, beaucoup d'incidents tout de suite, vous le voyez au cours de ce Grand Prix. Et là, ici, dans la première chicane après le départ, vous voyez que les roues, quand elles montent sur ces escalades, les bordures, les voitures réagissent très durement. Un rude traitement donc pour les suspensions. Mansell Piquet. Ça nous rappelle un certain... Oui, ici c'est Patrese, donc que nous avons vu rentrer tout à l'heure. Là, ce sont des virages extrêmement rapides, les virages de l'Esmo qui se prennent à fond à quelques 250 km à l'heure. Très impressionnante cette partie du circuit de Monza. Ici, c'est une chicane, en revanche, c'est un petit peu moins vite, même sensiblement moins vite, et ça a été d'ailleurs fait exprès pour ralentir la cadence et pour rendre le circuit un petit peu plus sélectif. Alors Alain Prost occupe la 15e place. Dans un petit moment, lorsque la situation se sera un petit peu décantée, nous effectuerons des pointages en temps par rapport à Mansell, que nous voyons ici, à Berger. L'écart entre les voitures de tête et Alain Prost. Ici, c'est René Arnoux qui a redoublé Johansson. René Arnoux qui est applaudi d'ailleurs, je viens de signaler. Et Alliot doublé par Dumfries, et voici maintenant Fabi qui revient très fort. Théo Fabi qui a été handicapé au départ, on vous l'a dit, et puis qui revient très très fort. Alors qu'ici c'est Alboreto. Alors les Williams reviennent aussi un petit peu sur Berger. Berger qui semblait parti pour faire le trou. Tout à l'heure, il avait près de 2 secondes d'avance. Mais une grande partie de celle-ci a été récupérée maintenant par les deux pilotes de Williams. Et
Ça, c'est un petit peu une surprise, il faut bien le dire, par Alboreto qui fait un très très beau début de course en ne se laissant pas lâcher. Mais vous voyez au prix de quel risque. Vous avez vu ce travers qu'il a fait en ne se laissant donc pas décrocher par les 3 leaders, c'est-à-dire Berger, les 2 pilotes de Williams dans l'ordre Mansell, Piquet et Alboreto donc dans leur sillage, tandis que le deuxième peloton avec Arnoux, Rosberg et Johansson, lui, est décroché. Très belle course d'Alboreto, un petit peu irrégulière car tout à l'heure il semblait ralentir. Et puis là maintenant il revient très très fort. Un petit peu de pression de turbo pour la Ferrari qui revient bien dans le sillage de Nelson Piquet. Et Mansell se rapproche là énormément de Berger. Là on fait l'extérieur, c'est la trajectoire idéale. On ne sort pas de la piste bien sûr, il y a beaucoup de place. Mais là Mansell revient sur la Benetton. L'écart se réduit entre les deux voitures de tête. L'écart se réduit entre les deux premières voitures. Mansell dans le tuyau d'échappement ou presque de la Benetton. Oui, alors disons que évidemment le palmarès de la Benetton en ce qui concerne la fiabilité n'est pas très flatteur. Berger par exemple, sur 12 Grands Prix disputés cette année, n'en a terminé que 6, soit 1 sur 2. Et son meilleur résultat à ce jour, c'est sa 4e place du Grand Prix de San Marino. Quant à Fabi, lui, c'est encore pire. Il n'a terminé que 3 des 12 Grands Prix, c'est-à-dire 1 sur 4. Et sa meilleure place, c'est la 5e position qu'il a décrochée au Grand Prix d'Espagne en début de saison. C'est dire donc qu'à cet égard, la lecture du palmarès n'est pas très encourageante pour la suite, mais qui sait, peut-être que cette fiabilité après laquelle il court, eh bien, Berger la trouvera aujourd'hui. Cependant, il semble bien qu'il soit sur le point de se faire manger par les ogres de chez Williams Honda. Voilà Mansell qui se prépare déjà. Il n'est pas encore dans les roues de Berger, mais il est presque... Il est tout à fait dans son sillage et voilà, ça y est, il est passé d'ailleurs. Il est passé sans aucune difficulté, on ne l'a pas vu malheureusement à la sortie de la courbe parabolique. Mansell prend la tête du Grand Prix d'Italie, apparemment sans grande difficulté, à l'accélération, à la sortie de la courbe parabolique, vous l'avez vu. Et la surprise, ça n'est pas ça, la surprise c'est le fait qu'Alboreto reste dans les roues du trio de tête. Évidemment, peut-être qu'il bénéficie ici d'un moteur Ferrari particulièrement puissant, préparé spécialement pour ne pas décevoir les innombrables tifosi qui ont fait quand même le déplacement de Monza pour manifester leur annulation et leur confiance à l'écurie italienne en dépit de son mauvais parcours de cette saison. En tout cas, très beau début de course, et course très serrée en tête avec ici Mansell, Berger, Piquet et Alboreto. 4 voitures quasiment roue dans roue. 4 voitures de tête qui nous offrent un très beau spectacle. Mansell prend les devants, un petit peu de pression de turbo là maintenant, comme lui indique, comme lui permet son ordinateur vraisemblablement. Et Piquet double Berger. Les deux Williams Honda en tête désormais de ce Grand Prix d'Italie. Premier donc Mansell, deuxième Piquet, troisième Berger. Et bientôt c'est Alboreto qui va passer à l'assaut et à la charge ici dans la ligne droite. Il profite de l'aspiration, il fait l'extérieur. Alboreto, troisième. Alboreto, troisième. Premier Mansell, deuxième Piquet, troisième Alboreto, quatrième Berger. Et je vous signale que Johansson a redoublé. Johansson a redoublé une fois de plus René Arnoux, mano à mano entre les deux pilotes. En cinquième, donc Johansson. Sixième, alors ici c'est deux césaristes d'Italiens qui est arrêté à son temps. Cinquième, Johansson. Sixième, Arnoux. Septième, Rosberg. Philippe Alliot est 11e. Alain Prost, 12e. Alain Prost, 12e. 12e position pour Alain Prost. Philippe Treff est 16e. Juste derrière Thierry Boutsen. Et puis bien sûr, depuis tout à l'heure, nous essayons d'avoir une information, car on se demande pourquoi Alain Prost, et pourquoi Alain Prost a été contraint à changer de voiture au dernier moment. Pourquoi celle-ci ne s'est-elle pas élancée, est-elle restée immobile? Lionel Froissart essaie d'avoir l'information, j'espère que bientôt il pourra nous la communiquer.
Alors une petite explication peut-être en ce qui concerne... ici c'est une des Tyrrell au stand, on ne voit pas très bien de laquelle il s'agit, si celle de Streff ou celle de Brundle, je n'ai pas eu le temps de voir. Enfin en tout cas ce que je vais vous dire c'est que effectivement vous avez vu les BMW, les Benetton BMW si rapides, si irrésistibles aux essais, largement battus apparemment en puissance pendant la course par les Williams Honda et même par la Ferrari d'Alboreto. Pourquoi? Eh bien tout simplement, on ne le dira jamais assez, parce que les essais sont une chose et la course en est une autre. La signification des essais par rapport à la hiérarchie en course n'est pas évidente. Loin s'en faut, c'était Streff qui était arrêté à son stand, je le dis en passant. Donc le BMW en version qualification irrésistible et le BMW en version course avec donc beaucoup moins de pression de suralimentation pour pouvoir tenir la distance sans casser et sans tomber en panne d'essence, eh bien beaucoup moins irrésistible comme nous venons de nous en apercevoir. Alors je sais que Mansour Ogier, le commanditaire de l'équipe McLaren, se trouve devant son écran de télévision à Paris. Et il est difficile de l'informer, comme il est difficile d'informer les téléspectateurs sur les raisons du changement de voiture, pour la simple et bonne explication que chez McLaren, on se refuse à toute déclaration, malgré l'insistance de Lionel Froissart qui se trouve dans les stands, malgré aussi l'insistance des services techniques de la FOCA qui nous transmettent de temps à autre des informations. Eh bien, c'est le silence chez McLaren. On ne donne pas d'informations, on ne parle pas. Et on est, pour l'instant, nous ne sommes pas en mesure, pour l'instant, de vous donner des explications sur le changement de voiture. D'Alain Prost tout à l'heure, jusqu'au moment du départ pour le Tour de France. Alors premier Mansell, deuxième Piquet, troisième Alboreto, quatrième Berger, cinquième Johansson, sixième Arnoux, septième Rosberg, huitième Fabi, deuxième Dumfries, dixième Warwick et onzième Alain Prost, alors que Philippe Alliot est 12e, donc Alain Prost occupe la 11e place, mais à 27 secondes de la voiture de tête, c'est-à-dire de son principal adversaire pour le titre de champion du monde, le Britannique Nigel Mansell. Berger est lâché. Berger, vous le voyez, nettement lâché avec plus de 6 secondes de retard déjà sur les 3 hommes de tête. Alboreto, en revanche, continue de s'accrocher avec un courage admirable au basque des deux Williams Honda. Ça, c'est une surprise, d'autant plus qu'on le disait handicapé peut-être par les suites de la blessure qu'il s'est donnée à l'épaule jeudi soir ou vendredi, ou dans la nuit de jeudi à vendredi. En tout cas, il a vraiment très très bien récupéré Alboreto, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Oui, mais si vous avez regardé Automoto hier soir, ou bien si vous avez écouté avec attention, oui. Oui, si vous avez regardé tout à l'heure le reportage qui a précédé, évoquant les essais, alors que je donne toutes les informations depuis Paris, eh bien, il est bien évident que l'absence d'Alboreto vendredi est tout à fait suspecte. Et la raison qui circulait, c'est qu'Alboreto voulait récupérer son contrat pour aller dans une autre équipe, en l'occurrence McLaren, aux côtés d'Alain Prost. Ici, c'est le duel entre Mansell et Piquet, les frères ennemis. Les frères ennemis qui s'affrontent, Mansell devant Piquet, ça pourrait faire le jeu d'Alain Prost et des autres d'ailleurs. D'Alboreto par exemple, qui est juste derrière les deux Williams à moteur Honda. Mansell, Piquet, Alboreto, les 3 voitures roue dans roue. 3 voitures roue dans roue. Bon, il est bien évident qu'on nous parle d'Alain Prost et des problèmes de consommation, mais je pense qu'Alain Prost a d'autres soucis pour l'instant. Il est bien évident aussi qu'il doit réfléchir comment il doit doubler ses adversaires et que la consommation sera plus importante pour lui, peut-être pas évidemment, sauf si jamais il veut refaire dès maintenant son handicap, car cela lui demande un rythme plus élevé, donc une pression de turbo plus élevée, donc une consommation plus élevée. L'important pour Alain Prost, c'est de respecter son tableau de marche en fonction de son ordinateur. Quant à sa consommation, je crois qu'il verra un petit peu plus tard si elle lui permet d'attaquer dans les derniers tours pour revenir sur les leaders. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse à l'image, c'est surtout
Mansell qui reprend un petit peu d'avance. Nelson Piquet revenu très très fort et Michele Alboreto. Oui, ça nous rappelle, Bernard, ça nous rappelle tout à fait le déroulement du Grand Prix de Grande-Bretagne. Vous vous souvenez quand il y avait eu un mano à mano fantastique pendant presque toute la course entre Mansell devant et Piquet qui cherchait à lui ravir le commandement derrière. Il n'y était pas parvenu. On va voir cette fois-ci ce qu'il en sera. En tout cas, Alboreto, lui, fait preuve également d'une étonnante agressivité dans les roues et de William Sonda. Et je peux vous dire que si l'ambiance qui régnait ici à Monza avant le départ était beaucoup moins bouillante que d'habitude, c'était une ambiance un petit peu morne, car on n'attendait pas évidemment de miracle des Ferrari en fonction des dernières courses et en fonction même des derniers essais. Et bien là, alors le public s'est réveillé et les gens sont littéralement debout dans les tribunes à encourager follement Alboreto qui fait une course absolument fantastique. Course fantastique également pour Théo Fabi et Alain Prost. Fabi occupe la 8e place et Alain Prost la 9e. Juste devant eux, il y a René Arnoux qui est 7e. Ici Berger qui a concédé pas mal de terrain alors que Johansson revient très fort sur Berger et qui vient compléter la satisfaction des types avec la deuxième qui arrive. Voilà, Mansell, Piquet, Alboreto. Mansell qui a repris un tout petit peu le large, cela lui permet de respirer un peu. Et là on prend les bordures de trottoir, on coupe au plus court, comme disait José Rosinski. Il faut perdre le minimum de temps et gagner le maximum de dixièmes, de centièmes, de millièmes de seconde. Et là-bas, Piquet, un petit peu en difficulté, non. Et c'est l'AGS, vous voyez que les leaders sont en train de doubler actuellement, voiture blanche. Qui occupe la 19e place. Et l'important pour l'équipe AGS, c'était déjà de prendre le départ, ce qui n'était pas évident. La performance a été réussie. Et pour eux, maintenant, c'est de terminer la course. C'est une autre aventure. Alors qu'ici, c'est Alain Prost qui vient de doubler Fabi. Oui. Allez, Alain! Alors donc, Alain Prost, ayant doublé Fabi, s'est emparé de la 8e place. Mais il est évidemment à près de 30 secondes des leaders, ce qui constitue évidemment un handicap insurmontable, sauf naturellement coup de théâtre. Mansell a repris quelques longueurs d'avance pour se mettre à l'abri de la menace que Piquet faisait peser sur lui. Vous avez aperçu l'ABS. Voici Berger qui est rejoint peu à peu par ici, c'est Ghinzani. Ghinzani qui a fait un tête à queue. Oui, vous voyez. J'ai l'impression qu'il a endommagé sérieusement son train avant, car la voiture s'est soulevée lorsqu'il a essayé de repartir. Mauvaise position là pour la voiture. Les commissaires vont essayer de l'enlever car elle empêche les concurrentes de doubler à cet endroit. Elle empêche surtout les dépassements. Elle ne gêne pas sur la trajectoire. Elle n'est pas sur la trajectoire mais empêche tout dépassement dans cette ligne droite. Donc toujours la même situation en tête pendant que les commissaires s'efforcent de dégager l'Osella de Ghinzani qui était 20e derrière la GS d'ailleurs et avait déjà concédé un tour au leader. Je veux dire la différence de performance entre les meilleurs des Formule 1 et celles qui font seulement de la figuration comme les Osella par exemple. C'est-à-dire qu'après le premier quart de la course, elles ont déjà été doublées. Oui, alors pour la GS, c'est pas mal quand même ce début de course parce qu'elle se trouve devant d'autres écuries plus expérimentées comme les Osella et bien comme les Minardi. Vous allez dire, évidemment la comparaison est facile parce que ce sont les voitures les plus médiocres, mais ce sont des voitures et des équipes qui ont des budgets beaucoup plus importants. Et finalement, l'aventure AGS est difficile, pleine d'incertitudes, mais elle se présente avec quelques satisfactions où l'important est de participer, de figurer. Alors, en tout cas, voilà, la grosse surprise, c'est la véritable résurrection des Ferrari. Résurrection que les résultats des essais ne laissaient pas présager. Il est vrai
que Alboreto et Johansson avaient obtenu les places d'honneur au Grand Prix d'Autriche il y a 3 semaines, deuxième et troisième, et vraiment c'était à l'usure par le jeu des éliminations que les deux pilotes de la Scuderia étaient parvenus jusqu'au podium. Finalement, José, on fait tout un tas de supputations sur les raisons de l'absence d'Alboreto, et peut simplement aller faire une cure de rajeunissement avec la Ferrari et revient en très grande forme. Vendredi, il était absent, il était en cure et revient en pleine forme. En tout cas, voilà. Ici, avec Danner. Oui. Danner dans les mains du droit, on aperçoit toujours la voiture accidentée là sur la gauche. Belle image sur ce circuit de Monza. On peut voir que la tête plus de bouge 300 à l'heure là, hein, oui. Plus de 300 à l'heure. Et la tête de Danner bouge beaucoup par rapport à celle de Streff ou de Tambay qu'on avait vu précédemment. Il faut dire que cette portion du circuit est particulièrement mal pavée, si j'ose dire, et les pilotes se sont d'ailleurs plaints de ces états de fait. Les organisateurs ont pourtant refait une partie du revêtement, Bernard. mais pas assez, et en particulier pas dans ce secteur qui est Bernard le Giraud. plus rapide. Bernard, José, Oui. juste le petit entracte traditionnel, histoire de donner l'antenne à Longchamp. On se retrouve tout à l'heure, mais rassurez-vous, chers téléspectateurs, s'il y a quelque chose pendant le fameux entracte, Christian Vendredi. Ne touche pas le rail, il devra changer de pneu, mais c'est fini de cette troisième place. Alors que Prost, lui, a continué sa fabuleuse remontée et que Prost est actuellement, si je ne me trompe, 5e. Alors, moi, j'ai une petite question à poser à José Rosinski et à Bernard Giraud. En fait, Prost a un tour de moins que les autres puisqu'il n'a pas fait de tour de chauffe. Alors, si tout le monde tombe en panne ou si plusieurs pilotes tombent en panne dans le dernier tour, comment ça va se passer pour Prost qui, lui, a moins consommé? Allô Paris, oui. Alain Prost est arrêté à son stand depuis quelques secondes maintenant. Cela fait 27 secondes, c'est énorme, c'est considérable. Deuxième handicap donc pour Alain Prost depuis le départ de ce Grand Prix. 31 secondes d'arrêt pour Alain Prost. Nous n'avons pas entendu la question prise par le spectacle et par l'image. Spectacle évidemment qui n'est pas réjouissant pour Alain Prost qui pourtant avait fait une course absolument remarquable, lui qui s'était hissé à la 5e place. Alain Prost vient de perdre une nouvelle fois toutes ses efforts, tout le bénéfice de ses efforts. Il était revenu même 4e puisque Piquet s'était arrêté à 6 ans. Et depuis quelques temps à l'approche multiplie. Philippe Alliot ralentit maintenant dans la chicane, ça y est. Vous voyez, ici une fumée inquiétante derrière la Ligier numéro 26. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est peut-être l'abandon pour Philippe. En tout cas, le premier changement de pneu a été effectué par Nelson Piquet, qui est resté arrêté tout de même 17 secondes et 68 centièmes à son stand. Deuxième arrêt de Rosberg, qui va changer de pneu à son tour. Donc les événements décidément semblent tourner complètement en faveur de Nigel Mansell aujourd'hui, qui n'a pas encore effectué cependant son ravitaillement de pneumatiques. 53 pour Rosberg. Eh bien aujourd'hui on peut dire que ça ne va pas très bien dans les stands. Les mécaniciens ont quelques difficultés à effectuer leur changement de pneumatique. 17 secondes pour Piquet, José Rosinski vous l'a dit, 13 secondes pour Rosberg, 31 secondes pour Alain Prost, alors qu'habituellement les changements s'effectuent en 10 secondes pour être bon, et puis en 8 secondes pour être très bon. Alors d'autres arrêts maintenant se déroulent au stand. Ce qu'il faut dire, c'est qu'Alain Prost multipliait les records du tour, donc il était vraiment sur la trajectoire idéale pour remonter vers la tête du classement et perdre le minimum de points. Et désormais, le classement est donc le suivant après 23 tours. Premier, Nigel Mansell. Deuxième, Berger à 11 secondes. Troisième, Johansson sur la Ferrari à 17 secondes. Quatrième, Rosberg à 23 secondes. Et c'était avant son arrêt au stand. Donc, je récapitule parce qu'avec l'arrêt au stand de Rosberg, classement différent. Premier, Mansell. Deuxième, Berger à 10 secondes. Troisième, Johansson à 16 secondes. Quatrième, René Arnoux. Quatrième, René Arnoux sur la Ligier moteur Renault à 29 secondes. Cinquième, Sabi à 29 secondes. Sixième, Piquet. Arrête de Johansson maintenant. Septième, Rosberg, alors que Johansson s'arrête à son tour. Huitième, Alboreto. Neuvième, Alain Prost. Et dixième, Philippe Alliot. Mais Alliot, vous l'avez vu tout à l'heure, était au ralenti. Bon arrêt maintenant. Et bon changement de pneumatique chez Ferrari. On applaudit dans le public. On applaudit la performance des mécaniciens de la Scuderia. 9 secondes, un peu plus pour Johansson. Et toujours Mansell avec une large avance. Mais petit retour en arrière indispensable à la compréhension de ce que vous n'avez pas vu ici, la voiture de Philippe Alliot, que ses mécaniciens poussaient l'abandon pour le Français. Donc, petit retour en arrière très important. Au 16e tour, la Minardi de Nannini a vu son moteur exploser. L'huile a été répandue sur la piste. Voilà d'ailleurs ici un drapeau
qui indique sa présence. Et c'est sur cette huile qu'a fait beaucoup de victimes, à commencer par Alboreto, qui, alors qu'il était encore dans les roues des deux Williams, a fait un tête à queue à la sortie de la première chicane. Il a fait plonger naturellement au classement, alors qu'il effectuait juste là une course sensationnelle dans le sillage des deux pilotes des Williams Honda. De plus, Derek Warwick lui aussi a fait un tête à queue sur l'huile de la Minardi. Il a abandonné. Et encore, Ivan Capelli. Voilà maintenant l'arrêt de Mansell. Mansell à son tour. Va-t-il bénéficier d'un bon changement de pneumatique? Apparemment, ça se présente très très bien pour lui. C'est l'état de grâce pour lui aujourd'hui. 8 secondes, effectivement. Mansell s'en va au ciel. S'en va au ciel, pardon. Pardonnez-moi pour la liaison. Mansell s'en va au ciel. Et non pas au ciel. Avec un arrêt remarquable de la part de ses mécaniciens pour le changement de pneumatique, et il conserve bien sûr sa première place. Non, c'est Berger qui lui a repris cette première place, mais en tout cas il fait une bonne opération pour l'avenir. Ici c'est Christian Danner qui est avec la caméra Thompson. Problème d'image depuis quelques temps. Donc le leader maintenant c'est Berger. Berger en tête, mais lui ne s'est pas arrêté encore à son temps. Mansell deuxième, troisième René Arnoux, quatrième Piquet, cinquième Johansson, sixième Rosberg, c'était Malboretto, huitième Fabi et neuvième Alain Prost. Alors, état de grâce et de chance pour Mansell, mais la chance, ça fait partie de la réussite. Et Scoomoon, en revanche, pour Alain Prost, qui était opposé à deux problèmes indépendants de sa volonté. Absolument, on peut dire qu'une fois de plus, les événements tournent en faveur de Nigel Mansell, qui a décidément beaucoup de réussite cette année, comme le faisait observer non sans amertume son coéquipier Nelson Piquet à plusieurs reprises. Et c'est vrai que les circonstances semblent le favoriser, semblent être de son côté. Au demeurant, il y a un drapeau noir. Drapeau noir pour une voiture. La question maintenant, c'est de savoir si Berger va pouvoir continuer sa route sans s'arrêter pour changer de roue, comme l'ont fait les pilotes équipés de pneus Goodyear, alors que lui, vous le savez, est équipé de Pirelli. Donc toute la question, c'est de savoir si Berger, qui a actuellement une douzaine de secondes d'avance sur Mansell, va pouvoir continuer avec son train de pneus du départ, ou bien si au contraire, il va être obligé, lui aussi, de procéder à un arrêt pour changer ses roues. De cela, évidemment, peut dépendre sinon l'issue de la course, car nous allons voir si Mansell, en fonction de ce que nous avons vu tout à l'heure, est en mesure de combler ce retard de 12 secondes. Ce serait étonnant qu'il n'y parvienne pas. Alors oui, information importante. Information importante. Il faudrait que notre ami Froissart là essaie de faire un petit sprint pour nous donner une information. Il paraît que Prost serait donc contraint à l'abandon, disons condamné à l'abandon. C'est lui qui serait sanctionné par le drapeau noir. Oui, en effet, voilà le 1. Donc le drapeau noir pour Alain Prost. Donc c'est la fin de la belle aventure pour, si je puis dire, la mauvaise aventure. La mésaventure, oui. Alain Prost aujourd'hui, donc... le voilà d'ailleurs. Coup près final pour Alain Prost avec le drapeau noir. Oui, journée noire, on peut le dire même pour Alain Prost, vraiment aujourd'hui, qui a dû changer de voiture au moment du départ, qui a été condamné à partir après le peloton, qui a effectué une remontée splendide jusqu'à la 4e place, qui ensuite a été contraint à un arrêt très très long au moment de son changement de roue, et une irrégularité certainement a dû se produire pendant ce changement de roue. Toujours est-il que, comme vous l'avez vu, comme le règlement le stipule, le pilote dont le numéro s'affiche à côté du drapeau noir est contraint de stopper immédiatement. Le drapeau noir signifie qu'il est disqualifié. Voilà, Alain Prost va rentrer dans la ligne droite. Il y a beaucoup de fumée à l'arrière. Donc décidément, les malheurs se multiplient pour Alain Prost. Il va voir le drapeau noir, il va voir le numéro. Il se rapproche un peu. Théoriquement, il doit bien s'en apercevoir. On lui a montré. Il continue. Voilà, alors il peut y avoir deux raisons. Le motif d'arrêt d'Alain Prost, ou bien une irrégularité réglementaire au cours
du changement de route tout à l'heure, ou alors les commissaires ont perçu peut-être que la voiture de Prost perd un liquide qui pourrait peut-être être dangereux parce que si voilà, c'est de l'huile, bien entendu, voilà. Abandon d'Alain Prost, Voilà. abandon d'Alain Prost après tous les problèmes, toutes les mésaventures que l'on a constatées depuis le début. Alain Prost obligé de s'arrêter, il ne marquera pas de points aujourd'hui. Son adversaire Nigel Mansell pourrait faire le plein. Mansell pourrait faire le plein. Mauvaise journée donc pour Alain Prost. Mansell. Et oui, les Grands Prix se suivent et ne se ressemblent pas, Bernard. Vous vous souvenez, il y a 3 semaines, la réussite avait été du côté de Prost, puisque de ces 3 rivaux dans la course au titre, aucun n'était parvenu à l'arrivée. Il avait remporté le Grand Prix d'Autriche, fait le plein de points et remonté son retard, une grande partie de son retard sur Mansell. Eh bien aujourd'hui, c'est le contraire. Les événements semblent favoriser Nigel Mansell, à un degré moindre Nelson Piquet, et au contraire ont accablé Alain Prost. Alors, je dois préciser à l'attention de Jean-Michel Lelio et des responsables de l'émission de Sport Dimanche Soir, c'est qu'Alain Prost nous a promis de venir à Paris ce soir et d'être l'invité de Sport Dimanche Soir. Il l'avait promis depuis longtemps, il a des rendez-vous demain matin importants à Paris. Et nous devons rentrer l'un et l'autre ce soir au studio de la rue Cognac-Gênes. Mais je lui avais posé la question, mais si jamais tu abandonnes, est-ce que tu viendras quand même? Et il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, normalement je viens. Alors j'espère qu'il n'aura pas changé d'avis. Toujours est-il qu'il a prévu, même en cas d'abandon, de venir ce soir participer à la Prost que nous voyons, qui doit être vert, comme l'on dit, pardonnez-moi l'expression, mais ça se comprend. À la Prost nous a promis, quel que soit le résultat, d'être avec nous ce soir dans les studios de Sport. Je préférais venir ici pour nous annoncer une bonne nouvelle. Et pendant ce temps, Bernard, eh bien Mansell a repris le commandement de ce Grand Prix d'Italie, dont René Arnoux est maintenant second, avec un petit peu moins de 7 secondes de retard. Troisième, Nelson Piquet. René Arnoux, je le précise, n'a pas effectué de changement de route. Troisième, donc Piquet. Quatrième, Berger, qui perd pied de nouveau et qui est à un peu plus de 12 secondes de Mansell. Cinquième, Johansson. Sixième, Alboreto. Arnoux au stand pour le changement de pneumatique. Le chronomètre ne s'est pas déclenché pour l'instant. Apparemment, ça dure un tout petit peu plus longtemps que prévu. Perte d'huile pour Prost. Voilà donc la raison de la sanction, perte d'huile. Et une perte d'huile qui s'amplifiait et qui devait lui poser des problèmes de moteur par la suite. Donc la déception d'Alain Prost pour cet arrêt obligatoire et contraint, eh bien, c'est que finalement, il semblait pour une raison mécanique et qu'il aurait eu bien du mal à rejoindre l'arrivée, car avec une perte d'huile aussi importante, il est bien évident que son moteur aurait fini par capituler. C'est sans doute ce qu'il a fait, peut-être un peu plus loin, et c'est pourquoi il s'est arrêté beaucoup plus que pour une raison de règlement. Donc, tout à fait, mais les commissaires avaient donc vu une perte de liquide s'échapper de la l'intégrité, il faut dire l'intégrité. L'équipe McLaren n'est pas remise en cause. Il n'y a pas eu tricherie, mais simplement un danger pour les autres concurrents. Et comme l'indique le règlement, en cas de danger, on peut arrêter une voiture. Voilà ce qui s'est passé. Alors le classement est donc le suivant. Premier Mansell, deuxième Piquet à 7 secondes, qui revient très fort sur son coéquipier. Troisième Berger, quatrième Johansson, cinquième Alboreto, sixième Rosberg, septième Fabi, huitième Arnoux, neuvième Jones, dixième Hudson. Philippe Treff est en 13e position. Voilà une course décapitée, on vous l'a dit au début, par l'abandon de Ayrton Senna, puis le handicap de Fabi, meilleur temps hier, Paulman donc, et Alain Prost, contraint à partir en fin de peloton. Et puis là, vous le savez, il y a quelques minutes, quelques instants seulement, Alain Prost contraint à l'abandon pour une perte d'huile, donc une défaillance de moteur. Alors qu'il multipliait Alain Prost les records du Tour. Piquet deuxième à 7 secondes de son coéquipier et ennemi direct et rival Nigel Mansell. 5 secondes, pas oui, près de 6 secondes, ça veut dire que Piquet est à l'attaque, effectivement. Mais ce qu'a
fait la différence. En l'occurrence, vous avez vu tout le début de course, Piquet était dans les roues de Mansell. Malheureusement pour lui, ça s'est moins bien passé lors du changement de roue. Changement de roue qui s'est un petit peu éternisé en ce qui le concerne. Il a duré près de 18 secondes, c'est-à-dire 10 secondes de plus que celui de Mansell. José, Ce qui veut dire, José, ce qui veut dire que Mansell a ralenti sérieusement, Oui. car il avait un avantage Tout à fait. qui était à peu près de 3-4 secondes avant l'arrêt au stand, plus les 10 secondes de différence au stand, Tout à fait. donc il a perdu énormément de temps, Tout à en très peu fait. de temps, d'un seul coup, alors qu'ici c'est Berger, non, Fabi, Bernard. Il change de roue, donc c'est en principe un arrêt de routine, en principe, mais ça a l'air de s'éterniser un petit peu. Bernard. Je crains qu'il y ait Oui. quelque chose de plus. Oui, oh, voilà, on enlève le capot de la voiture du petit Italien, une fois de plus. Oui, décidément, ces voitures extrêmement rapides Oui. ont déçu en course. Bernard, Oui. nous avons pas mal de coups de téléphone de téléspectateurs qui s'étonnent du fait que Prost soit parti directement depuis la voie de décélération devant les stands. Alors ils nous disent, et ils ont raison d'ailleurs, en fait Prost a fait un tour de moins que les autres, et si en fin de course, qui ne se produira pas puisque Prost a abandonné, mais si en fin de course il s'était retrouvé avec lui de l'essence alors que ses petits camarades n'en ont plus, pourquoi lui a-t-il fait moins d'un tour? Et est-ce que ce n'est pas pour cette raison qu'on lui a passé le drapeau noir? Oui, effectivement. Arnaud, problème d'électricité. Pardon Christian, mais je colle un petit peu à l'actualité. Là, on me signale que Arnaud a des problèmes d'électricité et qu'il est arrêté actuellement. Malheureusement, Arnaud qui s'était hissé jusqu'à la deuxième place, qui était reparti 8e après son changement de roue, est arrêté avec des ennuis électriques. Donc pour répondre à votre... Nous allons répondre à votre question dont nous n'avons pas entendu Non, la mais fin. je mais le pense début. avoir compris un Oui. petit peu le sens de la question de Christian Van Ryswyk qui demande si Prost n'a pas été mis en course parce que sa voiture a effectué un tour de moins, donc pouvait bénéficier d'un surplus de carburant. D'après l'information que nous avons, c'est simplement pour une raison de sécurité, c'est ce que nous a indiqué Lionel Froissart tout à l'heure. Et de toute façon, ce n'est pas la première fois que ça se produit, qu'un pilote part en dernière position dans les stands, et comme l'indiquent les règlements. Cela dit, pour un pilote, c'est un handicap beaucoup plus important, car sinon, le règlement se serait pensé sur la question. Non mais il faut surtout être clair et bien s'entendre. Prost n'est pas parti un tour après les autres. Il est parti après que les autres aient démarré. Et Très différent. Il n'a pas fait le tour de chauffe, Oui, donc il n'a d'accord. pas consommé pendant les 5 km du temps. Oui, d'accord, mais enfin de toutes les façons, en l'occurrence, le règlement est formel. À partir du moment où on ne peut pas effectuer le tour de formation, on doit partir en dernière ligne. Donc, quelles que soient les raisons de l'abandon, de la mise hors course d'Alain Prost, une raison réglementaire, nous ne la connaissons pas pour le moment. Une perte d'huile, c'est ce qu'on nous indique. Et alors Alboreto. Ah oui. Alboreto s'arrête juste devant nous, il occupait la 5e place. Michele Alboreto vient de s'arrêter, panne de moteur vraisemblablement. Alors qu'Alain Prost arrive justement à pied dans les stands, là de l'autre côté, nous l'apercevons, il va rejoindre Michele Alboreto, juste à la gauche de la Ferrari. Vous allez voir Alain Prost qui revient à pied car il a abandonné un peu loin de l'arrivée, et la seule solution pour un pilote, il a beau être pilote de Formule 1, c'est de revenir à pied. Les hélicoptères, c'est pour plus tard. On l'a pas vu, mais il était juste à une dizaine de mètres à la gauche de Michele Alboreto, Alain Prost. En tout cas, nous nous renseignons ici, c'est l'AGS, oui. aventure là pour l'AGS et Ivan Capelli qui a effectué une belle touchette, une belle crevaison en tout cas. C'est pas touchette, mais un éclatement de pneus. La roue arrière gauche. Capelli qui occupait la 13e place. 13e position pour Capelli, qui doit renoncer désormais et qui abandonne. Voilà Alboreto qui rentre à son stand à pied malheureusement à l'issue de vraiment une très très belle prestation.
Il a montré un brio extraordinaire. Et vraiment, ça a été l'un et l'autre, les deux grands animateurs de ce Grand Prix n'ont pas été récompensés de leurs efforts, mais ça, c'est la cruauté du sport automobile, bien sûr. En tout cas, le cavalier seul des Williams Honda, alors que Théo Fabi reprend la piste maintenant après un très très long arrêt au stand. Donc le cavalier seul des Williams Honda maintenant s'effectue sans aucune opposition, puisque tous leurs principaux rivaux ont été réduits à l'abandon. Et toute la question maintenant, c'est de savoir si Piquet, qui est revenu, comme vous le voyez, extrêmement vite dans le sillage de son coéquipier Nigel Mansell, si Piquet, donc, cette fois, contrairement à ce qui s'était passé au Grand Prix d'Angleterre, va pouvoir prendre le meilleur sur son coéquipier, ou si au contraire, celui-ci le laisse simplement revenir tant qu'il n'est pas menaçant, tout en économisant son carburant. À moins, c'est ça c'est l'hypothèse numéro 1. L'hypothèse numéro 2, c'est qu'il est en difficulté, c'est qu'il a des problèmes, c'est que la voiture de Piquet est maintenant plus performante, et c'est ce que vont nous apprendre, bien sûr, les prochains tours de ce Grand Prix d'Italie passionnant. Alors Piquet, il fait le jeu d'Alain Prost, là bien sûr, car il pourra subtiliser quelques points à Nigel Mansell. Piquet étant beaucoup plus loin derrière Prost et Senna au classement du championnat du monde. La victoire de Piquet fait le jeu à la fois de Senna et d'Alain Prost. Alors, je me suis renseigné auprès de l'informateur de la FOCA, qui nous fournit quelques précisions ici par Toki Wolki. Précision haute que notre ami Lionel Froissart, mais qui confirme les informations données par Froissart. C'est en raison de la perte d'huile que Prost a été contraint à s'arrêter et qu'on lui a montré le drapeau noir. Ici, c'est Philippe Tremp qui est entre les deux Williams à moteur Honda, toujours Mansell devant Piquet, donc je confirme bien la raison donnée par tout ce qu'on peut avoir comme information, par tous les gens qui peuvent nous informer, c'est la perte d'huile, la raison sur la mise en course d'Alain Prost, et non pas le fait d'être parti après, car il est bien évident que le règlement de la 315 km/h, voilà. On ne se rend pas compte en regardant cela à l'écran. Hein. Il faut déjà avoir roulé à plus de 300 km/h. Ah oui, les longues focales de la télévision ne rendent pas justice au spectacle qu'est le sport automobile. Et si nous sommes heureux d'avoir beaucoup de téléspectateurs avec nous pour ces retransmissions de Grand Prix, nous ne saurions trop les engager lorsque le Grand Prix passe par chez eux ou pas trop loin de chez eux, d'y aller quand même pour éprouver vraiment la sensation. En tout cas, maintenant, Piquet est dans la boîte de vitesse de Mansell. L'attaque ne va plus tarder. Je ne pense pas que Mansell l'aurait laissé revenir aussi près s'il avait pu faire autrement. Ça indique certainement, sans doute en tout cas, qu'il a un problème, mais nous allons voir. Peut-être qu'il va remettre un petit peu de pression sur alimentation et de nouveau reprendre ses distances. C'est l'impression que cela nous donne maintenant. Nous allons voir. Vous savez, ce qui se passe, c'est que chacun des pilotes est en liaison par radio avec son ingénieur au stand qui, par télémétrie, connaît le niveau de consommation de sa voiture et qui lui donne des indications très précises, remet un petit peu de pression sur l'alimentation, enlève-en au contraire un petit peu. Et c'est aussi un des aspects évidemment méconnus de la Formule 1 Turbo, c'est que du fait de la pression de suralimentation, on peut vraiment régler à la carte la puissance momentanée de sa voiture. Mansell toujours devant Piquet, mais c'est très serré entre les deux, on a pu le voir. Il n'a pas mis plus de pression à Piquet alors qu'il avait peut-être la raison. Et ça y est, il passe. Il est passé, c'est fait. Oui, voilà, voilà. il l'envoie, il le dégage vraiment là. Enlève-toi de là que je m'y mette. C'est un peu ça l'expression de Nelson Piquet lorsqu'il est passé aux côtés de Nigel Mansell, mais qui n'a pas dit son dernier mot et qui reste toujours collé à son coéquipier, les frères siamois, les frères ennemis surtout. Donc toujours maintenant Piquet, pas toujours, mais maintenant Piquet devant Nigel Mansell. Alors autre explication donnée maintenant par Lionel Froissart en ce qui concerne le drapeau noir, c'est que Alain Prost n'aurait pas attendu le feu vert lorsqu'il est sorti des stands, alors que nous revoyons ici l'attaque de Nelson Piquet par rapport à
Mansell, regardez bien au changement de caméra, attention, et hop, enlève-toi de là, je passe. Moi je m'appelle Piquet et je veux la première place. Toi c'est Mansell, tu dois être deuxième. C'est un peu ce qui s'est passé dans la tête du pilote brésilien. Donc autre explication sur la mise hors course à la Prost, c'est qu'il n'aurait pas attendu le feu vert, qu'il serait passé au rouge malgré les indications du commissaire préposé donc à la sortie des stands. Et ce serait donc l'autre raison. Mais de toute façon... le moins qu'on puisse dire, si c'est vrai, c'est qu'ils ont mis le temps à se décider. Alors, parce que si c'est ça l'explication, elle est absolument invraisemblable qu'on ait laissé un pilote parcourir près de la moitié de la distance d'un Grand Prix avant de lui intimer l'ordre de mise hors course pour une infraction au règlement qu'il aurait commise avant le départ. J'ose espérer pour la crédibilité des Grands Prix et des autorités qui les régissent, que ce n'est pas la véritable raison de cette mise hors course. Oui, tout comme pour revenir sur le règlement qui indique bien lorsqu'un pilote doit changer de voiture et partir avec le mulet, il doit être à la fin de la sortie du stand et partir en dernière position. Donc, si jamais cela lui avait donné un avantage au niveau du carburant, je pense que le règlement l'aurait prévu depuis le temps et que d'autres auraient utilisé cette astuce, mais on ne peut pas parler d'astuce puisque le règlement ne s'y est même pas penché. En tout cas, maintenant, Johansson, que suit le réalisateur italien, occupe la 4e place, donc est tout près de Berger, que vous avez, voilà, qu'on perçoit la voiture verte de Berger, qui est lui en 3e position et qui va bientôt se trouver directement exposé à la menace de Stefan Johansson. Et pendant que Fabi vient d'établir le meilleur tour, vous le voyez, à 237 km/h de moyenne. Fabi qui est reparti, je vous l'ai dit tout à l'heure, après un très très long arrêt. Et qui est sans doute reparti équipé de pneus à gomme tendre, puisqu'il reste maintenant moins de la moitié de la distance largement à parcourir. Et que donc ce petit avantage technique lui a permis d'établir, en guise de consolation à son départ manqué, après sa pole position, d'établir donc le record du tour. Le classement le suivant après 39 tours. Premier Piquet, deuxième Mansell à 1 seconde. Troisième Berger que nous suivons actuellement menacé par Johansson 4e. 5e Rosberg, 6e Boutsen, 7e Jones, 8e Brundle. Streff est 10e. Et tout à l'heure, alors que c'est René Arnoux qui s'est arrêté à son stand longuement, qui est reparti là il y a quelques secondes et qui va s'arrêter définitivement. René Arnoux avait disparu du classement, mais il s'est arrêté longuement à son stand. À nos côtés, un confrère d'une chaîne concurrente qui est venu assister à ce Grand Prix d'Italie, assister à son premier Grand Prix. Il est plutôt habitué à se trouver dans les tribunes des stades de football. C'est un littéraire. Ça fait moins de bruit, hein. Oui. Bernard Pivot, bonjour. On dit souvent que les gens qui s'occupent d'automobile, des sports mécaniques sont insensibles. Alors c'est très bien justement qu'un littéraire vienne assister à ce genre de course. Alors quels sont ce genre de compétition et ce genre d'événements? Quelles sont vos constatations de néophytes, de néophiens? Ce qui me frappe, c'est c'est un monde toujours au bord de la rupture. La rupture des moteurs, bien entendu, on en voit casser sans arrêt, mais aussi les pilotes qui, me semble-t-il, font le maximum de ce que leur permettent leurs yeux, leur intelligence. Et puis, c'est la rupture aussi, moi, de mes oreilles. J'ai l'impression que je m'en remettrai jamais. Et puis, la rupture aussi, alors vraiment pour les yeux de la publicité, il y en a vraiment partout au point qu'elle s'annule. Et je sais pas, là je suis sidéré de voir ce monde absolument très sophistiqué et en même temps très violent, très recherché et en même temps très très populaire, parce que il n'y a pas seulement la course, il y a aussi tout ce qui se passe avant la course, que j'ai eu la chance de voir dans les meilleures conditions, et notamment j'étais avec les mécaniciens sur la piste quelques minutes avant, et alors là j'ai vu les choses les plus étonnantes. Vous y êtes habitués, mais on a vu on voit cette chose étonnante, c'est les mécanos réparer les voitures 2 minutes avant le départ, alors qu'il y a presque des boulons par terre encore, et puis autour il y a les journalistes, les photographes, des femmes du monde, des directeurs, des comptes de ceci, des directeurs de cela, et puis des journalistes inutiles comme moi. C'est à la fois mondain et très technique, c'est assez amusant. Dur pour les pilotes quand même de s'isoler et d'être concentrés. Oui, je ne sais pas comment ils font d'ailleurs. Et à la fois, ils sont au milieu de la foule, et en même temps, ils sont très isolés.
c'est pour lui difficile de s'entendre. Si vous aviez une phrase ou un titre pour résumer justement une course de Formule 1, quelle serait cette phrase qui vous vient à la tête? Oh, je sais pas, j'en ai pas qui viennent à la tête parce que j'ai la tête pleine de bruit. J'ai la tête comme un citron pressé. Mais c'est... Alors, ce qu'il y a là, ce que je peux dire aux téléspectateurs, c'est quand même il vaut mieux voir la course de Formule 1 devant son poste de télévision parce que sinon, si on a la chance de voir ce que j'ai vu avant, bravo, mais pendant la course, après, on voit simplement un endroit du circuit, donc c'est comme si on voyait un détail d'un tableau sans voir le tableau complet. Et depuis que je vous ai rejoint dans le stand, je vois à la fois la ligne droite et en même temps la course. Simplement, pour les téléspectateurs, ils ne se rendent pas compte de la vitesse à laquelle ça va. Alors là, c'est vrai, c'est le défaut de la télévision, c'est que sa qualité, c'est qu'elle nous montre tout, mais son défaut, c'est qu'elle aplatit tout. Et notamment, là, les voitures qui sont devant la grande ligne droite, qui passent à 340 à l'heure, je le dis aux habitués du TGV, ça fait encore beaucoup plus d'impression que le TGV dans la gare de Mâcon-Locher quand il passe à toute allure. C'est encore beaucoup plus rapide, beaucoup plus extraordinaire. Mais la télévision, ça ne s'en rend pas compte. Pour vous, Bernard, un dimanche pas comme les autres? Ah oui, ça je m'en souviendrai souvent de ce dimanche. Mais au fond, je regrette qu'il n'y ait pas peut-être manque-t-il une grande œuvre littéraire qui pourrait nous restituer, mais il faudrait beaucoup de talent pour nous restituer tout ce qui se passe dans un Grand Prix, et surtout en Italie. Malheureusement, il manque les tifosi aujourd'hui. On n'entend pas les tifosi, il paraît que c'est extraordinaire quand les Ferrari ont une chance de l'emporter, et là aujourd'hui les tifosi sont très calmes. Alors pourquoi pas un apostrophe consacré au sport mécanique? Ah oui, la littérature et le sport mécanique, ça peut paraître incompatible pour certains. À condition que vous écriviez un très bon livre, mon cher confrère de TF1. Je m'y mets demain matin. Ok, je commence. Merci Bernard. Et puis notre ami José Rosinski, qui est un plumitif, lui beaucoup plus qualifié que moi, a peut-être l'inspiration, aura peut-être l'inspiration. Toujours les deux Williams sont là en tête de ce Grand Prix d'Italie. Premier Piquet, deuxième Mansell, troisième Berger, quatrième Johansson, cinquième Rosberg, sixième Button, septième Jones, sixième Brundle. Sixième, et il reste une dizaine de tours encore, oui. Dizaine de tours à tenir pour ces deux Williams Honda. Alors, si tout à l'heure, José, eh bien, Piquet est revenu comme un boulet de canon sur Mansell, pour l'instant, il a du mal à lâcher son coéquipier. Tout à fait, Mansell reste obstinément collé à son sillage, vous le voyez, et par conséquent, l'issue de la course reste tout à fait ouverte. On peut se demander ce qui a motivé la remontée foudroyante de Piquet sur Mansell. Sans doute que Piquet considérait à la lecture de son ordinateur de bord qu'il avait la possibilité d'utiliser davantage de puissance, car il était probablement en avance sur son tableau de marche au point de vue consommation. Mansell en revanche, lui, avait usé davantage d'essence et s'est aperçu qu'il n'avait pas les moyens de s'opposer à la remontée de son coéquipier. Mais maintenant, il semble que les choses soient revenues à l'égal et que chacun d'entre eux soit en mesure d'observer exactement le même rythme, avec le petit avantage, évidemment, pour Piquet, d'être désormais au commandement. Cependant, ce n'est pas forcément un avantage décisif ici à Monza, car c'est un des circuits où il est, disons, le moins difficile éventuellement de doubler. Il y a plusieurs occasions qui peuvent s'offrir. L'issue de la course est tout à fait incertain au cours de ces 10 derniers tours. Et double duel en tête entre les deux Williams à moteur Honda, entre Piquet et Mansell, on l'a vu tout à l'heure, et autre duel entre Berger sur la Benetton et Johansson sur la Ferrari. Il est bien évident qu'ici les tifosi suivent le Suédois Johansson. Je ne sais pas si son contrat sera renouvelé l'an prochain, alors qu'il y a de bonnes raisons d'être motivé et de se surpasser aujourd'hui. On vous l'a dit, ce Grand Prix d'Italie est situé dans un contexte un petit peu particulier en fin de saison, là où se jouent les contrats de la saison prochaine, où se dessine le profil des différentes équipes pour 1987. Une motivation particulière. Nelson Piquet, alors que c'est Johansson qui est passé devant Berger, semble-t-il. Oui, Johansson serait passé devant Berger, effectivement, et Berger ralentit, donc troisième Johansson. Les tifosi applaudissent, ils ne sont pas très nombreux ni très virulents aujourd'hui, Bernard Pivot vous le disait, mais Johansson troisième, quatrième Berger. On l'a un petit peu manqué ce dépassement, mais il est facile de le constater désormais
à l'image, le bruit d'un moteur un petit peu bizarre pour Berger, effectivement, qui a affiché une faiblesse au niveau de son moteur. Berger, il a ralenti d'un seul coup, vous le voyez, il est tout à fait au bout de la ligne droite, il n'a pas résisté beaucoup, il n'a pas pu résister beaucoup à Johansson. Donc apparemment un moteur défaillant pour Berger, ce qui explique le fait que maintenant Johansson soit en troisième position. Cela nous promet quand même une belle fin de course, surtout dans le contexte que nous connaissons en ce qui concerne Piquet et Mansell chez Williams. Une belle fin de course entre ces frères ennemis pour qui ce n'est pas la cohabitation, mais plutôt la guerre. Ah, et comment la guerre ouverte, les couteaux sont tirés, et ce depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne, justement, auquel nous faisions référence tout à l'heure. Alors en ce qui concerne la consommation, et puisque nous parlerons de référence, eh bien, on sait que ce sont les Williams à moteur Honda qui sont justement les réputés les plus sobres, ou plus exactement qui sont celles qui disposent du meilleur rapport entre leur performance et leur consommation. Et donc à cet égard, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises, en principe, ni pour Piquet ni pour Mansell. Il ne devrait pas y en avoir non plus théoriquement pour Johansson, car les Ferrari, qui étaient guère compétitifs jusqu'à présent, eh bien, n'ont jamais montré le moindre faiblesse en ce qui concerne les problèmes d'autonomie d'essence. Voilà, maintenant on le revoit, le doublage de Berger par Johansson, que nous avions manqué tout à l'heure, et qui sont donc produits dans la ligne droite à la sortie de la chicane Ascari. À un endroit donc où les vitesses des voitures dépassent sensiblement les 300 km à l'heure. 45 tours, il n'en reste plus que 6 à peine maintenant. Premier Piquet, deuxième Mansell à 1 seconde, troisième Johansson à 14 secondes. Berger était quatrième, mais va-t-il résister longtemps? Ça on ne sait pas, en fonction de la fiabilité de son moteur, qui s'en fait en pause. Cinquième Rosberg sur la deuxième McLaren, sixième Button, septième Jones, huitième Danner. Rappelons pour ceux qui prennent ce Grand Prix en cours et qui viennent de nous rejoindre que Alain Prost a été contraint à s'arrêter, enfin à l'abandon, contraint à s'arrêter par le règlement, alors que là, Piquet semble distant. Oh là là, le freinage est un petit plat là, hein. Il semble prendre ses distances par rapport à Mansell. Il reste 5 tours, donc Alain Prost a été contraint à s'arrêter. On lui a montré le drapeau noir, ajouté le drapeau noir. Alors, deux explications à ça, parce qu'il perdait de l'huile, donc sa progression constituait un danger pour les autres concurrents. Et puis, autre explication, il n'aurait pas attendu le feu vert. Il n'aurait pas attendu le feu vert du commissaire préposé à la sortie des stands, et donc serait mis hors course pour avoir grillé le feu rouge. Et oui, comme quoi on peut être sanctionné, non pas par une contravention. Nous, on aurait perdu notre permis de conduire pour ça, mais enfin bon, chacun son traitement en fonction de ses qualités, bien sûr. Alors, à supposer donc le classement actuellement établi reste ce qu'il est en ce moment. Eh bien, Nigel Mansell ne perdrait pas le commandement du championnat du monde, bien au contraire, même s'il était battu par Piquet aujourd'hui, puisque ce soir, il serait toujours en tête, mais au lieu d'avoir 2 points d'avance sur Prost, eh bien, il en aurait 5 sur son coéquipier qui, lui, se hisserait en seconde position avec 56 points, donc 61 points Mansell, 56 Piquet, 53 Prost, 48 Senna, qui sont d'ores et déjà donc les 2 grands perdants de cette journée, bien entendu, dans l'optique de la course au titre. 4 tours, Piquet, 2 secondes et demie, presque 3 secondes maintenant d'avance sur Mansell, son coéquipier. Troisième, Johansson à 20 secondes du leader Nelson Piquet. Quatrième, Berger à 32 secondes. Berger qui rétrograde, opposé à des problèmes de moteur. Va-t-il tenir? Ça, c'est la question que l'on peut se poser. Il faut tenir encore 4 tours. Cinquième, Rosberg. Sixième, Jones. Septième, Thierry Boutsen. Pour les spectateurs belges qui nous regardent, Thierry Boutsen, un très bon élément qui ne bénéficie pas des meilleures conditions au niveau technologique dans cette équipe à Rose, où l'ingénieur n'a pas hésité à partir en vacances au moment où on avait besoin de lui, au moment où on crée une nouvelle voiture. Et 8e Danner, 9e Brundle, 10e Philippe Strass, donc les 2 Tyrrell à moteur Renault, 9e et 10e. Alors Fabi lui occupe la 11e place, handicapé
noté par plusieurs arrêts au stand. Thierry Boutson, qui est sollicité, paraît-il, par d'autres équipes, qui on souhaite d'ailleurs d'hériter d'un bon volant. Oui, du volant qu'il mériterait d'ailleurs, car il est certain que ici c'est Berger ou Fabi. Fabi, sorti de la route à une chicane, je crois, et vous voyez, ensablé. C'est ainsi. 3 tours maintenant pour Nelson Piquet. Mansell passe maintenant alors que nous retrouvons Fabi. Voilà, vous voyez, il a fait un tout droit, il avait freiné trop tard à la chicane. À l'extérieur de la piste, on met justement une zone pleine de sable, de façon à freiner, à arrêter la voiture très rapidement et sans qu'elle heurte d'obstacles. Dommage que, par exemple, l'intérieur du virage de paddock à Brands Hatch n'ait pas été ainsi aménagé pour notre pauvre Jacques Lafitte. Il s'en serait mieux tiré. Jacques Lafitte qui devra suivre à notre compagnie le prochain Grand Prix du Portugal dans 15 jours à Estore. Dans les studios de la région de la radio. Et toujours Piquet devant Mansell, l'écart se creuse, presque 5 secondes entre les deux pilotes de tête. Et il est évident que si Mansell ne pas à Piquet, c'est qu'il n'en a pas la possibilité. Oui, en tout cas, la grosse supériorité affichée aujourd'hui par les Williams à moteur Honda va encore renforcer les arguments de ceux qui souhaitent l'abolition rapide du règlement actuel, du règlement technique régissant les moteurs de Formule 1 et qui militent pour l'interdiction rapide à brève échéance des moteurs turbo. José, donc un retour en arrière par rapport à ce qu'on a vu les années précédentes. Tout à fait, ce serait un retour en arrière technique évident qui risque d'ailleurs peut-être, qui sait, d'être dommageable pour l'image technologique prestigieuse qu'a acquis la Formule 1 ces dernières années avec l'arrivée des grands constructeurs et la technologie turbo. En revanche, évidemment, ce serait un moyen pour les écuries d'investir beaucoup moins d'argent et tout en espérant, en escomptant les mêmes recettes, ce qui, somme toute, ferait une bonne affaire pour eux. Alors, votre ami, le président Balès, nous a promis le 3 octobre prochain une conférence tout à fait surprenante. Je me demande si c'est une promesse ou une menace. Et avec un règlement futur tout à fait révolutionnaire. Il a fait quelques propositions d'ailleurs sur un communiqué, mais c'est assez compliqué. Alors donc, on ne rentre pas dans ces détails-là. Oui, en fait, si vous voulez, c'est plutôt un inventaire. C'est un inventaire de toutes les possibilités qui s'offrent au comité exécutif de la fédération pour amender le règlement ou bien, au contraire, pour le révolutionner complètement. Et nous en saurons donc davantage le 3 octobre, comme l'a promis le président de la fédération. Ici, il semble quand même qu'il ait fait quelques confidences à quelques confrères italiens et que l'éventualité d'une interdiction à relativement brève échéance du moteur turbo se confirme donc de plus en plus. Dernier tour. Ce qui, je voulais en finir par là, oui, ce qui évidemment irait tout à fait à l'encontre des intérêts des Japonais de Honda, qui se sont assurés, comme vous le voyez en ce moment, une belle suprématie, du moins sur les circuits rapides comme celui de Monza. Dernier tour pour Nelson Piquet qui devrait ajouter une nouvelle victoire à son palmarès. C'est Niki Lauda qui est le préposé à l'arrivée, qui devrait agiter le drapeau à damier pour signaler l'arrivée à son ami Nelson Piquet. Ils ont l'habitude de passer quelques jours de vacances ensemble du côté d'Ibiza. Eh bien, Niki Lauda est venu sur le podium d'arrivée. Eh bien, finalement, oui, la réussite qui semblait devoir sourire à Mansell, c'est Piquet qui va cueillir les fruits de la victoire, apparemment. Elle ne l'a pas soutenue jusqu'au bout. Et voici Piquet
qui aborde en tête et pour la dernière fois la parabolique. Problème de consommation pour Berger qui franchit donc au ralenti la ligne d'arrivée mais qui aura du mal à revenir. Ici c'est Nelson Piquet qui remporte donc ce Grand Prix d'Italie. 17e victoire pour Nelson Piquet qui fait une très bonne opération bien sûr au classement du championnat du monde. Et le deuxième c'est Nigel Mansell qui conserve la tête de son championnat du monde. Mansell deuxième, doublé donc Williams Honda sur ce circuit de Monza. On attendait le troisième Johansson pour Ferrari, Johansson troisième. Et vous entendez bien sûr les applaudissements des tifosi. Donc Piquet, Mansell, Johansson, c'est la composition donc de ce podium. Bonne opération pour Piquet qui reste dans la course au titre, plus que jamais. Qui revient deuxième au classement du championnat du monde maintenant. Alors qu'il n'était que quatrième avant la course. Et troisième Alain Prost, mais Alain Prost a 8 points désormais de Nigel Mansell. Oui. Alors Bernard, justement une information. Alors justement une information à propos d'Alain Prost. Une dépêche vient d'arriver. Les commissaires ont pris la décision de passer le drapeau noir à Alain, ont pris cette décision parce que, présent au départ, ils ont constaté que le pilote de la voiture numéro 1, donc Alain Prost, avait changé de voiture après le déploiement du drapeau vert. Ils ont donc décidé, en conformité avec l'article 13, de le mettre hors course. Voilà. Eh bien, comme je le disais tout à l'heure, ils ont mis le temps, vraiment, avant de se décider à passer à l'action. On peut se poser des questions pour savoir s'il n'y aurait pas eu des influences. Oui. À mon avis, il y a dû y avoir un dur travail psychologique effectué en coulisses. Cela dit, le règlement indique qu'on peut prendre une voiture... Quel que soit, je crois, Bernard, la morale de l'histoire, c'est que je crois que quel que soit effectivement le règlement à cet égard, il est tout de même tout à fait invraisemblable que l'on ait attendu la moitié de la course et même plus pour intimer à Alain Prost, comme à n'importe qui d'ailleurs, l'ordre de s'arrêter, c'est-à-dire lui avoir laissé faire des efforts, prendre des risques, et les risques en Grand Prix sont énormes, chacun le sait, pour rien, pour finalement le disqualifier, alors que si vraiment il a commis une infraction au règlement, il était évidemment facile de le faire instantanément, de le sanctionner instantanément. Et de plus, le règlement n'évoque pas du tout les problèmes de consommation où celui qui part après bénéficie d'un surplus de carburant. Johansson qui est heureux et c'est normal, il obtient une troisième place, lui qui justement est très inquiet pour la suite de sa carrière, a peut-être là des arguments supplémentaires. Premier Piquet, deuxième Mansell, troisième Johansson, quatrième Rosberg, cinquième Berger, sixième Jones. Et Jones avec la Lola moteur fort, donc sixième, il entre dans les points. Alan Jones, et le septième, eh bien c'est Thierry Boutsen. Voilà la tradition à respecter, vous le voyez, les tifosi envahissent la piste, mais ils ont été gentils aujourd'hui, ils l'ont fait tout de même après que la course se soit achevée, et non pas pendant le dernier tour, comme ils ont parfois la fâcheuse habitude de le faire. Je vous le disais tout à l'heure, il y a du monde à Monza, comme disait Bernard, c'est vrai, mais il n'y a pas l'ambiance déchaînée qui caractérise habituellement les alentours de ce circuit. Les tifosi sont là, c'est vrai, mais ils sont calmes un petit peu, désenchantés peut-être tout de même, parce que après le beau début de course d'Alboreto, ils espéraient certainement mieux de cette journée, de même qu'ils pouvaient espérer mieux pour Théo Fabi qui s'était attribué la pole position hier. Donc finalement, la victoire a souri aux Brésiliens, pas aux Italiens aujourd'hui, mais Piquet est un pilote populaire ici, puisqu'il avait déjà remporté à 2 reprises le Grand Prix d'Italie. C'est aujourd'hui sa 3e victoire à Monza. Prochaine manche dans 15 jours à Estoril, avec le Grand Prix du Portugal, un circuit complètement différent, beaucoup plus technique, beaucoup plus sinueux, et qui a bien réussi dans le passé à Alain Prost. Alors là, il aura peut-être l'occasion de se reprendre. Disons que ce sera certainement une course plus ouverte que celle-ci, en principe du moins. On peut espérer cette fois que Prost n'aura pas la noire malchance qu'il a eue aujourd'hui, de même que l'on peut espérer aussi que Senna ne sera pas accablé par une panne 100 mètres après le départ, comme ça a été le cas aujourd'hui. Et voici le classement du championnat du monde qui apparaît maintenant sur nos écrans. Donc, premier Mansell avec 61 points, c'est-à-dire 5 points d'avance sur Piquet, qui est passé donc de la 4e à la 2e place. C'est lui qui fait la bonne affaire aujourd'hui, mais Mansell ne s'en tire pas mal. Prost rétrograde en 3e position, il a 8 points de retard maintenant sur Mansell. Et 4e Ayrton Senna, Prost et Senna, donc les 2 grands vaincus du jour. Nelson Piquet, le poing levé en signe de victoire, heureux, il a pris une revanche sur
son coéquipier Nigel Mansell, et puis il a pris aussi une revanche sur le sort qu'il avait connu il y a quelques jours en Autriche. Voilà le délire, les tifosi passionnés par le sport automobile, passionnés aussi par la télévision. Il est vrai que le sport et la télévision en Italie, c'est un heureux mariage. On a pu le constater ce week-end. En tout cas, ceux qui ont séjourné en Italie ont pu le voir aussi bien avec le cyclisme, le tennis que l'automobile. Beaucoup de place pour le sport en Italie. Et beaucoup de passion donc pour le sport automobile. Le classement des constructeurs, car il est bien évident que désormais, de plus en plus, ce rôle des constructeurs est important. Il n'est pas étonnant de voir bien sûr les Williams à moteur Honda en tête de ce classement des constructeurs, étant donné qu'ils possèdent deux pilotes en tête du championnat du monde. Mon premier Piquet pour ce Grand Prix d'Italie, nouvelle victoire, la 17e, et puis en tête du championnat du monde, Mansell. Voilà, ce sont les informations les plus importante de ce Grand Prix d'Italie. Et puis pour les Italiens, la troisième place bien sûr de Johansson avec la Ferrari. Encore la résurrection de Ferrari et une véritable victoire, peut-être l'an prochain avec Barnard. Alors à ce propos justement, nous avons une petite anecdote à vous donner, une rumeur qui circule. Vous avez pu voir que Barnard, qui était pourtant en état de grâce dans l'équipe McLaren, a été complètement congédié. Ici c'est le podium où sont reçus les heureux élus, a été congédié et même sévèrement critiqué par ses anciens associés, aussi bien Ron Dennis qu'Alain Prost. Alors qu'Alain Prost avait beaucoup d'admiration pour Barnard. Alors il paraît que Barnard aurait été surpris la nuit en train de faire des photocopies de plans de voitures, des plans qu'il a conçu, confectionné lui-même, mais qui ne lui appartiendrait pas. Alors on n'aurait pas beaucoup aimé sa méthode. Ce serait donc la raison de ce licenciement tout à fait précipité. Autant dire qu'en Formule 1, comme le disait tout à l'heure Bernard Pivot, c'est l'extrême partout, c'est aussi l'espionnage industriel, car il est bien évident que c'est la guerre non seulement sur la piste, la guerre dans les stands, mais la guerre dans les bureaux d'études. Absolument, et il est certain que l'apport du technicien britannique l'année prochaine à la Scuderia Ferrari sera un atout de nature à lui faire retrouver le premier plan auquel elle a bien du mal à se cramponner cette année, bien que nous l'avons constaté aujourd'hui avec plaisir, car Ferrari, on est tous plus ou moins ferraristes. Ferrari, c'est la course automobile, l'essence de la course automobile. Eh bien, Ferrari est aujourd'hui était compétitif devant ses spectateurs. Et ça, c'était vraiment... Ah, bah, ils ont donné une petite accolade. Nelson Piquet a pris les lunettes du président Balès, qui l'a un petit peu charrié au passage, qui lui est toujours sur le podium à côté des vainqueurs, bien sûr. Premier Piquet, mais avec Mansell, ils ne se sont pas beaucoup parlé. Une petite accolade quand même. Dans l'euphorie de l'action. Johansson, c'est le copain de Nelson Piquet, ils résident tous les deux à Monaco, ils ont l'habitude de faire du offshore ensemble, et il est bien évident qu'ils doivent être très heureux tous les deux de se retrouver sur le podium. Alors, l'histoire donc de monsieur Nelson Piquet Sotomayor, c'est son nom, brésilien, et qui a déjà été champion du monde 2 fois, qui pourrait l'être une 3e fois cette année. En tout cas, il est heureux. C'est sa 4e victoire cette année. Il avait déjà remporté le Grand Prix du Brésil, le Vedrido du championnat 86, et successivement, coup sur coup, les Grands Prix d'Allemagne et de Hongrie, fin juillet et début août, avant d'être contraint à l'abandon il y a 3 semaines au Grand Prix d'Autriche, ainsi que son coéquipier Mansell. Un mauvais jour donc pour l'écurie Williams Honda. Bernard Pivot, peut-être une conclusion maintenant qu'il y a un petit peu moins de bruit, si ce n'est que les applaudissements des publics, c'est un public de connaisseurs. Une conclusion, moi je vous demanderais simplement une chose, est-ce que vous avez passé un bon week-end? Enfin en tout cas, oui, un bon week-end, parce que j'ai passé la journée de samedi dans un très bon hôtel pas loin du circuit de Monza, mais surtout aujourd'hui parce que c'est pour moi... Vous a plu? Oui, non, mais c'est vrai, mais surtout c'est ce qui m'a permis de voir la différence, parce que je vous suis, vous comprenez, souvent le dimanche, je vois les Grands Prix de Formule 1, et j'entends vos reportages, mais la réalité est quand même tout à fait autre. Elle est plus riche. Regardez, quand on voit tout ce public, on voit jamais d'habitude d'ailleurs. Vous avez toujours l'antenne là? Oui, c'est formidable d'habitude. Mais d'habitude on vous coupe toujours dès que c'est fini. Et là, parce que vous êtes là, on a gardé l'antenne un peu plus longtemps. Alors là, on voit les Brésiliens, les fous de Ferrari, et notamment Johansson a presque autant de viva et de clameur pour lui que Nelson Piquet. Alors, je voudrais profiter de votre présence à nos côtés, Bernard Pivot, pour vous demander si, comme certains, vous voyez un parallèle, vous croyez qu'on peut esquisser un parallèle entre
un Grand Prix de Formule 1 et une tragédie antique. C'est quelque chose que l'on entend souvent, unité de lieu, d'action, etc. Bien sûr. Écoutez, tragédie, je veux bien, antique, non, parce que là, on est plutôt dans la modernité la plus exacerbée, même ici. Est-ce que vous avez ressenti cette tension? Oui, c'est vrai. Et je vais vous dire, c'est que j'étais dans les stands, par exemple, quand certains pilotes ont abandonné, il y a quelque chose de presque de résigné, de fataliste dans leur regard. On pourrait penser qu'ils vont exprimer une sorte de colère violente contre la machine qui a cassé. Pas du tout. On sent que ils savent qu'aujourd'hui c'était pas leur jour, et peut-être on voyait dans le regard de Prost évidemment une grande désillusion, mais peut-être demain ça sera leur tour. Et c'est vrai qu'il y a, je sais pas, ils sont peut-être plus maîtres de leur nerf que les joueurs de tennis ou les joueurs de football ou les joueurs de rugby. Certainement, ils sont... Vous savez, il faut savoir assumer dans ce sport, dans ce genre de sport, tous les sports de mécanique en particulier, savoir encaisser le coup lorsqu'il y a une défaillance mécanique. On est complètement impuissant, mais il faut savoir l'admettre. Et même bien souvent, les sponsors, les commanditaires qui sont engagés dans les manifestations des sports mécaniques ont parfois du mal. Et ça, on comprend aisément, car... au départ, une voiture qui est en panne, alors que normalement elle devrait très bien marcher, c'est une technologie très avancée, très sophistiquée, ça choque, ça surprend. Mais c'est vrai, Bernard, quand Alboreto a abandonné, eh bien le public des Italiennes ne l'a pas sifflé, pas du tout. Il sait très bien qu'il n'y peut rien, il n'en peut mais le malheureux Alboreto. Quand il est revenu à pied vers son stand, les tifosi l'applaudissaient. Je ne dis pas qu'il l'acclamait, mais en tout cas il l'applaudissait. L'image où finalement on laisse un peu s'exprimer ses nerfs. Nelson Piquet, félicité toujours par Jean-Marie. C'est Jean-Marie Dubois. Jean-Marie Dubois, oui. Toujours là. Toujours présents tous les deux Jean-Marie sur le podium. Donc Nelson Piquet, Mansell, Johansson. Et puis ce soir, nous aurons peut-être Alain Prost avec nous, à nos côtés. Il a peut-être changé d'avis, on ne sait pas. Alors qu'ici... on lui remet un nouveau trophée, bien sûr. Et Alain Prost, qui doit venir avec nous dans les studios de Sport Dimanche, il doit se rendre à Paris. Espérons que sa déception, justement, ne sera pas trop dure, pas trop difficile à supporter, et qu'il sera à nos côtés, peut-être aussi pour fêter un autre succès français, celui de l'équipe Peugeot. En tout cas, il a eu beaucoup de réussite il y a 3 semaines en Autriche. Chacun l'a observé, Alain Prost, effectivement, puisque c'est trois... La question qu'on peut se poser, José, vous savez ce qu'on disait au départ, que Monza, ça pouvait être décisif pour la suite. Le tournant. Mais là, ce n'est pas un tournant, mais on va voir si les statistiques seront vérifiées, si le vainqueur de Monza sera plus tard le champion du monde. On le souhaite pour Piquet, on ne le souhaite pas pour Alain Prost. Bien sûr, en tout cas, ce qu'on peut dire, je crois, c'est que le titre de favori que l'on avait décerné aux pilotes des Williams Honda à l'orée de la saison était amplement justifié. Elles ont montré encore aujourd'hui que vraiment ce sont les voitures les plus compétitives du lot. Dommage simplement que les deux pilotes qui pouvaient rivaliser éventuellement avec Piquet et avec Mansell, c'est-à-dire Prost et Senna, aient été contraints à rendre les armes avant la conclusion. Une dernière information, Alain Prost va à Paris, il a un rendez-vous demain matin, c'est peut-être chez Renault. Espérons en tout cas. Voilà, il nous le dira peut-être ce soir, on ne sait pas. Rendez-vous donc Didier dans 15 jours à Estoril pour un nouvel épisode de ce feuilleton qui est le championnat du monde de Formule 1. Beaucoup de monde, beaucoup de spectateurs et le défoulement bien sûr du pilote avec la bouteille de champagne traditionnelle. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien dans la tête aussi lorsqu'on a supporté 1h30 d'effort et que l'on peut savourer les joies de la victoire. C'était un reportage de la RAI, la télévision italienne, sur des commentaires de José Rosowski et Bernard Giroux.